Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Au milieu des années 2010, des ondes gravitationnelles ont été détectées pour la première fois. Ce qui a rapidement valu un prix Nobel de physique aux physiciens Rainer Weiss, Barry Cebarich et Kip Thorne. Les ondes gravitationnelles sont une oscillation dans la courbure de l'espace-temps. Elles sont causées par la fusion d'objets massifs et compacts comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Des interféromètres laser ultra précis sont maintenant capables de détecter ces ondes gravitationnelles lorsqu'elles traversent la Terre, ce qui ouvre un tout nouveau champ de recherche dans l'étude de certains phénomènes du cosmos. Elle pourrait notamment servir à confirmer une des prédictions réalisées par le physicien britannique Stephen Hawking. Selon la relativité générale, absolument rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Hawking a au contraire émis l'hypothèse que les trous noirs pourraient s'évaporer. En utilisant la mécanique quantique, il a démontré qu'un flux de particules pourrait théoriquement s'échapper lentement au niveau de l'horizon des événements d'un trou noir. C'est un phénomène qu'on appelle maintenant le rayonnement de Hawking. Jusqu'à présent, il a été impossible de prouver l'existence physique du rayonnement de Hawking. Mais certains chercheurs pensent qu'on pourrait en trouver la trace dans des détections d'ondes gravitationnelles. C'est un exercice qui vient d'être tenté pour la première fois par deux physiciens de l'Institut Max Planck en Allemagne. Ils se sont appuyés sur les données de la première détection par ondes gravitationnelles d'une fusion d'étoiles à neutrons. Cet événement, GW170817, a donné naissance à un trou noir. Les deux chercheurs ont essayé de détecter l'écho de la fusion. Selon leur modèle, s'il y a bien des phénomènes quantiques de type rayonnement de Hawking au niveau de l'horizon des événements d'un trou noir, alors les ondes gravitationnelles pourraient rebondir en partie sur cette frontière, créant ainsi une sorte d'écho, un signal d'onde gravitationnelle plus faible suivant le signal principal. Ils pensent avoir détecté cet écho dans les données de GW170817. Les résultats sont encore à prendre avec des pincettes, notamment car les détecteurs d'ondes gravitationnelles actuels manquent de précision. L'écho en question est donc très difficile à discerner du bruit expérimental. Les deux chercheurs pensent tout de même avoir mis au point une méthode qui pourra s'affiner avec les détections suivantes. Si la découverte se confirme, c'est le signe que l'horizon des événements d'un trou noir est une frontière bien plus complexe que prévu par la seule relativité générale. Sur le même sujet, une détection d'ondes gravitationnelles bien curieuse a eu lieu le 14 janvier. L'événement a été enregistré par les interféromètres LIGO et Virgo. Il s'agit d'un pic qui n'a duré que 14 millisecondes, ce qui ne correspond pas au signal typique d'une fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. C'est donc potentiellement un autre type d'événement que ces détecteurs d'ondes gravitationnelles auraient observé pour la première fois. Peut-être une supernova ou l'effondrement du cœur d'une étoile. Certains chercheurs se sont même demandé un instant si ce n'était pas le signe que Bételgeuse venait d'exploser. Mais non, malgré sa récente baisse de luminosité, l'étoile géante est toujours là. Pour le moment, le signal reste un mystère. Il va falloir attendre de voir si on est capable d'en détecter d'autres similaires et de les rattacher à un événement type. Que ce soit grâce à des modèles ou à des observations complémentaires par des télescopes classiques. Encore un mystère du cosmos qui s'offre à la prochaine décennie. Allez, on revient sur Terre pour prendre des nouvelles d'Artemis, le programme de la NASA visant à ramener des hommes et des femmes sur la Lune d'ici 2024. C'est un objectif évidemment très ambitieux, et nombreux sont ceux qui pensent que la NASA n'arrivera pas forcément à le tenir. Il reste en effet de très nombreux développements à faire dans un temps très court, avec un budget qui est certes en progression mais pas illimité. À ça, il faut ajouter des difficultés politiques. En novembre prochain, des élections se tiendront pour la présidence des États-Unis. Le programme Artemis a été voulu par l'administration de Donald Trump. En cas de changement de locataire à la Maison-Blanche, il y a de fortes chances pour que les priorités de l'agence spatiale américaine soient remaniées.
Mais même avant ça, on pourrait voir arriver des changements d'importance dans les objectifs d'Artemis. Un projet de loi émis par le House Science Committee a ainsi été introduit le 24 janvier. Il propose de réviser significativement les ambitions d'Artemis. À commencer par la date. Ce n'est ainsi plus 2024 qui serait visé, mais 2028. La proposition de loi semble en revanche vouloir réintroduire l'idée du voyage habité vers Mars avec une date, 2033. Artemis ne serait ainsi vu que comme une étape dans un plan général vers la planète rouge. Cela signifie que le retour sur la Lune serait réduit au strict minimum, une sorte de redite à l'identique du programme Apollo. Autre changement d'importance, le rôle, le nom et l'emplacement de la LOPG. Celle-ci ne serait plus vue comme une étape vers la Lune, mais une étape vers Mars. Elle ne serait donc pas nécessairement en orbite lunaire, et ne serait pas non plus utilisée pour les voyages à destination de la surface de notre satellite. Concernant l'atterrisseur lunaire, celui-ci devrait obligatoirement décoller à bord d'un SLS Block 1B, et non plus à bord d'un lanceur commercial. Seule une entreprise a proposé une architecture allant dans ce sens, Boeing. Tous les efforts visant à installer une présence humaine à la surface de la Lune à long terme seraient abolis. Plus d'expériences visant à exploiter les ressources in situ par exemple. Bref, on se contenterait d'un drapeau et de quelques traces de pas avant de passer à autre chose. On ne donne pas souvent d'opinion personnelle sur cette chaîne, mais là on va faire une exception. Cette proposition de loi nous paraît tout bonnement aberrante, puisqu'elle retire tout ce qui fait l'intérêt d'Artemis. Le plan lunaire de la NASA n'est plus qu'une excuse pour refiler autant d'argent public que possible à Boeing. L'objectif martien n'est certainement qu'un écran de fumée utilisé pour justifier la réduction des ambitions lunaires. Si cette proposition est acceptée, on peut s'attendre à ce que de nouveaux milliards soient injectés dans le développement du SLS, aux dépens de presque tout le reste. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit encore que d'un projet de loi. Il doit encore passer devant le Sénat et on espère qu'il aura de nombreux opposants. C'est malheureusement un rappel que le système politique américain rend les plans spatiaux sur le long terme très difficiles. Sur une note plus légère, voilà l'occasion idéale de vous annoncer que nous lançons une série de podcasts. Le premier d'entre eux est en ligne sur Spotify, Deezer, iTunes, et il parle justement d'Artemis. C'est l'occasion pour nous d'explorer des formats plus longs puisque le premier podcast fait un peu plus d'1 heure. Nous prévoyons par ailleurs d'uploader les épisodes de la chaîne YouTube quelques jours après leur diffusion. Vous retrouverez les liens dans la description. Pour terminer ce DNDE, on va rester du côté de la Lune mais traverser l'Atlantique. L'Agence spatiale européenne s'intéresse elle aussi à notre satellite. Elle participe au programme Artemis en fournissant les modules de service des vaisseaux américains Orion. Elle construira peut-être un élément de la LOPG si celle-ci est maintenue, et elle souhaite mener ses propres missions robotiques à la surface de la Lune. Dans cette optique, l'agence a signé un contrat avec une entreprise française et un institut allemand pour développer un concept de double rover, nom de code Trailer. D'habitude, lorsqu'on pense à un duo de rovers, on imagine 2 rovers identiques servant à explorer des endroits différents, comme par exemple Spirit et Opportunity. Le projet de l'ESA est différent. Il s'agit de concevoir 2 rovers complémentaires chargés de travailler ensemble. Pour le moment, ils ont été nommés Tractor et Wayne. Le premier d'entre eux sera doté de moyens de locomotion puissants et agiles, ainsi que d'un système lui permettant de prélever des échantillons. Ses moyens de communication ou ses réserves d'énergie seront par contre limités. L'autre rover sera beaucoup moins agile, mais il disposera de plus grandes réserves d'énergie, d'une solide antenne et d'un laboratoire d'analyse. En travaillant ensemble, ils pourraient réaliser de nombreuses tâches qui restent hors de portée d'un unique rover. Le plus agile d'entre eux pourrait se faufiler dans des endroits difficilement accessibles pour aller prélever des échantillons particulièrement intéressants, avant de les ramener pour analyse à son compagnon resté en sécurité. Les noms et les premières images de ces 2 rovers laissent en plus entendre qu'ils pourraient fonctionner comme un tracteur et sa remorque. C'est-à-dire qu'ils seraient reliés entre eux par un câble, et que le premier rover serait chargé de tracter le second.
On imagine qu'une solution de ce type serait tout à fait adaptée à la recherche de glace d'eau dans la région du pôle sud lunaire. Pour le moment, il ne s'agit que d'un projet de test. Comex, une entreprise marseillaise, va fabriquer la remorque, tandis que DFKI RIC, un centre de recherche allemand, conçoit la partie tracteur. Une fois terminé, l'ensemble sera testé en Europe, ce qui débouchera peut-être sur une mission réelle. Entre ce projet et les drones hélicoptères de la NASA, il est intéressant de voir les agences spatiales prendre des libertés avec la conception de leur mission. Il faut par contre éclaircir les plans à long terme de l'agence spatiale américaine et vite. On ne sait par exemple pas trop ce qu'il advient de CLPS et du programme d'exploration robotique de la Lune voulu par la NASA. L'agence spatiale américaine a planifié un unique rover dénommé Viper, qui doit prospecter les ressources utilisables au niveau du pôle sud lunaire. Comme le projet de loi qu'on vient de discuter stipule que l'utilisation des ressources locales n'est plus une priorité, la mission Viper devient caduque. Et en l'absence d'un leadership américain fort, il n'est pas dit que les Européens veuillent s'engager seuls dans une voie similaire. Notre tracteur et sa remorque marseillaise risquent donc d'être suspendus à une décision qui se prendra de l'autre côté de l'Atlantique. Affaire à suivre dans DNDE. Et nous voici déjà arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez d'ailleurs consulter la description de la vidéo pour y retrouver nos sources et des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi à 18 h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.